Bien, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer pour cette première séance de l'année 2022 du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme 1933-1945, conséquences, mémoire et traces de la spoliation, organisé comme toujours par l'Institut national d'histoire de l'art, par le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, et l'Institut national du patrimoine. C'est une séance une introduction en tout cas un peu particulière parce qu'en général, je ne présente pas les séances tout seul, mais aujourd'hui je la présente tout seul parce que Inès Rothermund-Reynard, qui est la créatrice, comme vous savez, de ce séminaire en 2019, est aussi ce soir une des intervenantes, comme je crois la première séance du séminaire en 2019. Et donc voilà, j'ai la charge et l'honneur et la chance, je ne sais pas, de présenter très brièvement cette séance tout seul, en rappelant, et Inès y reviendra, que le 1er juillet dernier, la ministre de la Culture a restitué un tableau de Max Pechstein aux ayants droit de Hugo et Gertrude Simon, des Allemands, juifs allemands réfugiés à Paris en 1933, qui ont fui ensuite en 1941, un peu in extremis au Brésil, où ils sont restés, où ils ont dû rester, où ils sont morts. Et cette restitution nous a plongé à ce moment-là dans l'histoire de ces exilés, de ces réfugiés allemands, autrichiens aussi, qui sont arrivés en France après l'arrivée des nazis au pouvoir, qui ont été traités plus ou moins bien en France, qui ont milité, qui ont essayé de dénoncer ce qui se passait dans leur pays, qui ont été parfois inquiétés, internés pour certains par la France au début de la guerre, lorsqu'on les voyait toujours comme des étrangers, comme des ennemis. Et c'est à ce monde-là, à ces personnalités-là que nous avons souhaité consacrer cette séance aujourd'hui. Alors on n'est peut-être pas tout à fait dans le champ habituel de nos spoliations de la Deuxième Guerre mondiale, mais d'abord, vous le savez, on essaie de prendre un peu de recul, d'élargir un peu le regard régulièrement, et puis en même temps, on est tout à fait aussi dans le champ parce que beaucoup de ces personnalités, de ces hommes et de ces femmes sont spoliés, ont été spoliés en Allemagne, en Autriche, et le sont ou le seront pour certains en France pendant l'occupation. Donc c'est ce monde un peu connu mais pas si bien que nous voulons parler ce soir. Donc nous allons le faire avec Inès Rothermund-Reynard, qui je n'ose pas présenter ici, qui est ici chez elle, puisque nous sommes à l'Institut national d'histoire de l'art et qu'Inès Rothermund-Reynard est, comme vous le savez, la responsable du programme répertoire des acteurs du marché de l'art sous l'occupation, présenté publié en fin d'année dernière. Mais vous le savez peut-être aussi, ou peut-être moins, Inès est également une spécialiste de ce monde intellectuel, artistique, émigré des années 30. Inès a consacré sa thèse justement à Paul Westheim, un critique d'art allemand réfugié à Paris, puis non pas au Brésil comme Simon, mais au Mexique. Et donc je crois que ce sont les recherches aussi très importantes pour Inès que celles-là, et qui ont également mené Inès Rothermund-Reynard plus à l'est, là où on entend les échos de l'exil, pour reprendre le terme d'un de ses articles ou publications, à Moscou, où se trouvent beaucoup d'archives prises par l'armée soviétique en Allemagne, archives prises par les Allemands en France et qui concernent nombre de ces acteurs. Et donc Inès commencera et sera suivie ensuite par Cécile Bargue, qui est également aussi ici chez elle, Cécile Bargue est pensionnaire de l'Institut national d'histoire de l'art, donc ici, travaille à la fois sur le répertoire des acteurs du marché de l'art, mais aussi sur sa spécialité qui est le mouvement Dada, les dadaïsmes, du départ jusqu'à aujourd'hui, et sur disons, le transfert, les mouvements d'œuvre d'un certain nombre d'artistes, notamment avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cécile Bargue est docteur comme Inès en histoire de l'art, a publié sur différentes figures et notamment sur un réfugié autrichien, Haussmann, j'ai un trou sur le prénom, photographe, excusez-moi, Raoul, voilà.
tchécoslovaque, pardon, né à Vienne, je crois, mais voilà, mais est passé en Allemagne et puis passé en France et est mort plus tard après la guerre en France, ou dans un style aussi différent sur Maurice Allemand, le fondateur du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, et donc Cécile Bargue également commissaire d'exposition depuis un certain nombre d'années au Centre Pompidou-Metz, l'exposition chef-d'œuvre, ou plus récemment au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, voilà, dans un univers un peu différent du nôtre de ce soir. Donc je ne suis pas plus long et je passe la parole, je crois, d'abord à Inès, puis à Cécile Bargue pour retourner dans les années 30 en France, dans ce monde de Paul Westheim et des autres. Merci. Oui, merci David pour cette introduction. Et bonsoir à toutes et à tous. Oui, je voulais commencer quand même par cette image-là, puisque David vient de le dire, il y a un lien avec ce qui s'est passé presque exactement il y a 3 ans, puisque lors de cette séance du séminaire, Didier Schulman et Raphaël Cardoso sont intervenus. On parlait de l'histoire du tableau de Max Pechstein nu dans un paysage. Et donc il y a quelque part un lien direct avec ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et David vient de le dire, entre autres suite à cette séance, bien sûr, beaucoup de gens ont travaillé sur le dossier de Max Pechstein, notamment les conservateurs du Musée national d'art moderne, mais aussi les membres de la mission ont fait des recherches sur ce tableau. Et comme David vient de le dire, il a été restitué l'été dernier. Donc ici sur la photo, vous voyez Raphaël Cardoso, l'arrière-petit-fils de Hugo Simon et Gertrude Simon. Donc je vais également mentionner dans ma conférence ce soir. Et aussi, à la suite de ça, il y a eu cette salle dédiée au Musée national d'art moderne qui a montré donc l'histoire du tableau et aussi de ce réfugié exilé allemand, juif allemand, Hugo Simon, qui a fini sa vie au Brésil. Donc ça, c'était pour une petite introduction au sujet de ce soir. Et alors, comme David l'a dit, on se partage cette conférence avec Cécile Bargue. Donc moi, je vais plutôt donner un contexte, une sorte de récit historique de la situation 33-40, la situation des exilés germanophones, il faut dire en fait, parce qu'on parle souvent des Allemands, mais comme l'a dit David, il y a les Tchèques, il y a des Autrichiens, il y a des Hongrois, il y a beaucoup de germanophones qui fuient le nazisme et qui essayent de trouver refuge en France. Donc, je suis là pour la partie historique, pour le contexte historique, et ensuite Cécile parlera plutôt de la réception, en fait, ou non-réception, alors justement on verra, de ces œuvres d'art en France. Alors, la remise du pouvoir à Hitler en Allemagne le 30 janvier 1933, avec toutes les conséquences pour la liberté politique, artistique et individuelle, entraîna un exode de l'esprit. Paris devint alors un des centres de l'immigration germanophone. Ils furent des centaines, des milliers d'intellectuels, de poètes, d'écrivains à fuir en 1933 la dictature nazie, écrit Jean-Michel Palmier dans son étude sur Weimar en exil. L'incendie du Reichstag, la vague du terreur, d'arrestation, d'actes de barbarie qui le suivit fut pour l'intelligentsia progressiste allemande le signal de l'exode. Ils se trouvèrent brusquement jetés sur les chemins de l'exil tandis qu'on brûlait leurs livres. Ils incarnaient, comme l'affirmera Heinrich Mann, donc le frère également écrivain et frère de Thomas Mann, non seulement l'honneur, la dignité de la culture allemande, mais la meilleure Allemagne, celle de l'esprit et du cœur. Fin de citation. Donc je vous montre juste quelques écrivains et actrices connus qui ont trouvé refuge en France sur cette image. Évidemment, ils étaient beaucoup plus nombreux. Entre 1933 et 1940, un grand nombre d'œuvres représentatives de la littérature germanophone furent écrites sur le sol français, entre autres par des auteurs comme Klaus Mann, Leon Feuchtwanger, Joseph Roth, Franz Hessel, Walter Benjamin
et Anna Zegers. La plupart des intellectuels croyaient d'abord que la phase d'immigration serait courte. En 1933, personne, ou presque, ne se doutait que Hitler allait rester 12 ans au pouvoir et que beaucoup d'entre eux ne reviendraient plus jamais en Allemagne. À peine arrivés à Paris, la plupart des écrivains, des journalistes et des hommes politiques reprenaient activement la parole dans le combat contre Hitler. Pendant ce temps à Berlin, le 10 mai 1933, les ouvrages des plus grandes figures intellectuelles germanophones du 19e et 20e siècle partaient en fumée. Les livres de Karl Marx, Heinrich Mann, Karl von Ossietzky, Erich Maria Remarque, Sigmund Freud et de plusieurs centaines et milliers d'autres auteurs furent brûlés dans la capitale et dans d'autres villes allemandes. Ces autodafés marquaient la, je cite Helge Preuss, décapitation intellectuelle du pays. Le 10 mai 1934, exactement un an après l'autodafé de livres en Allemagne nazie, la bibliothèque allemande de la liberté, la Deutsche Freiheitsbibliothek, est inaugurée dans un atelier d'artistes situé sur le boulevard Arago à Paris. Tous les ouvrages mis à l'index et brûlés par le Troisième Reich furent rassemblés à la Cité Fleurie grâce aux contributions de réfugiés du monde entier. Cette bibliothèque parisienne possédait plus de 11 000 volumes. Dans la lutte contre Hitler, la parole se fit épais. Divers journaux, revues de l'immigration sont fondés. Mus par un optimisme naïf, ont tenté d'exporter à Paris la vie journalistique de la République de Weimar de Berlin. La Weltbühne devint die Neue Weltbühne. Le Berliner Tageblatt devint le Pariser Tageblatt. Le Vorwärts, le Neue Vorwärts et le Tagebuch, le Neue Tagebuch. Aussi bien, toute cette presse, au-delà des sensibilités différentes et parfois opposées, a-t-elle un certain nombre d'objectifs communs. Faire comprendre ce que devient l'Allemagne nazie et le danger qu'elle représente pour les peuples d'Europe. Montrer qu'il existe une autre Allemagne, la vraie, celle qui incarne les meilleures traditions de ce pays. Par ailleurs, elle donne à de nombreux écrivains et journalistes que l'exil avait privé de leur public une possibilité d'expression. En dépit de leur diversité, ces journaux ont constitué un lien entre les émigrés qui en étaient les principaux lecteurs. Car en effet, même si quelques-unes de ces publications comportaient également une édition en français, elles touchaient assez peu le public non germanophone. Dans l'ensemble, les autorités françaises ont fait preuve de tolérance. En dépit des protestations des représentants de l'Allemagne nazie, elles ont refusé jusqu'à la guerre d'interdire la parution des journaux des émigrés. Et je vous montre ici la première page de la première édition du Pariser Tageblatt, donc le seul quotidien de la communauté d'exilés allemands, enfin germanophones, qui a paru donc de 1933 jusqu'en 1940 à Paris. Ces écrivains et journalistes exilés espéraient poursuivre leurs activités berlinoises, mais force leur est bientôt de reconnaître que cette situation d'exception que constitue l'exil ne leur permettait pas de perpétuer la tradition d'une presse libérale et pluraliste. En 1935, l'université allemande libre Freie Deutsche Hochschule vit le jour à Paris avec sa propre publication der Zeitschrift für Freie Deutsche Forschung, le journal pour la recherche allemande libre. Nombreux sont ceux qui participent alors à l'enseignement supérieur de cette université, dirigé par le sociologue László Rajvány, le mari de la romancière et de l'historienne d'art Anna Zegers, qu'on a vu sur une autre photo à la bibliothèque allemande libre. Grâce à l'intervention de son ami Paul Langevin, qui intervient auprès du gouvernement français, une chaire au Collège de France est proposée au physicien Albert Einstein. Mais l'accueil du chercheur en France est loin d'être chaleureux. On craignait qu'il n'installe le communisme, je cite, qu'il n'installe le communisme au Collège de France, d'après l'historienne Rita Thalmann. Einstein choisit finalement les États-Unis et l'université de Princeton comme l'exil définitif. La situation politique et économique dominait tout. La plupart des exilés s'épuisaient dans la lutte de tous les jours afin de survivre. Une activité intellectuelle stable leur fut quasiment impossible. Rappelons-nous le contexte historique de l'époque. Malgré un premier élan de solidarité à travers toute la France envers les réfugiés politiques fuyant l'Allemagne nazie, l'émigration ne tardait pas à se heurter à des réticences.
Pour comprendre l'attitude de la population française de l'époque, écrit Rita Thalmann, il faut se souvenir qu'au sentiment général d'insécurité engendré par la crise s'ajoutait en France l'angoisse diffuse d'un peuple mal remis des pertes humaines et matérielles de la guerre de 14. En proie à une instabilité permanente, 14 gouvernements français se succédaient entre 1933 et 1939. Au bord d'une guerre civile entre la gauche et la droite qui n'acceptait pas l'alternance du pouvoir, avec à ses frontières une Allemagne nouvelle, dont le dynamisme fascinait autant qu'il inquiétait. L'affaire de Stavisky, Alexandre Stavisky, était un escroc juif d'origine russe qui a emmené un certain nombre de politiciens dans une affaire de fraude, fut exploité par les antiparlementaristes et les antisémites en 1934. Le climat changea brièvement pendant le gouvernement de Léon Blum. Les réfugiés allemands reprenaient alors espoir et tentèrent même de rassembler un front populaire allemand à Paris. Mais l'immigration germanophone resta en marge de la société française. Nous étions surtout orientés vers l'Allemagne, raconte l'historien de l'art Klaus Berger. Le plus important pour nous, c'était ce qui s'y passait. C'était de savoir s'il y avait un espoir, une chance de voir s'effondrer l'hitlérisme et les événements en France, nous les considérions dans cette optique allemande. Fin de citation. La France ne fut donc pas une nouvelle terre d'accueil définitive pour la plupart de ces exilés, mais une salle d'attente, ein Wartesaal. L'art n'échappa pas à ce climat politique. En 1936, dans un contexte marqué par les tensions sociales, un grand débat autour de la question du réalisme et du rôle de l'artiste dans une société en crise avait lieu, au cours duquel intervenaient peintres et sculpteurs aussi bien qu'écrivains et architectes. S'y opposaient les pourparleurs de l'art figuratif à ceux de l'art abstrait. Louis Aragon, Fernand Léger, Le Corbusier, Jean Cassou, Alberto Giacometti et Max Ernst, pour n'en nommer que certains nombres, participaient à cette querelle du réalisme. Donc ici, la réédition de ces différents discours et interventions par Serge Fauchereau, assez âgé déjà, dans une réédition de 1987. En 1937, ce fut le tour aux Allemands de se lancer dans un débat de ce genre. Mais le débat de l'expressionnisme, comme on l'appelle maintenant, n'a pas eu lieu dans une salle parisienne comme la Maison de la Culture. Il se tenait sous forme écrite, car tous les participants furent des exilés, dispersés dans des pays différents. L'historien de l'art Klaus Berger fut un des nombreux auteurs de ce débat, qui fut publié dans le journal des exilés antifascistes Das Wort, Le Mot, à Moscou. C'était Klaus Mann, le fils de Thomas Mann et écrivain lui-même, qui était à l'origine du débat en publiant un article en 1937 contre la prise de position du poète expressionniste Gottfried Benn en faveur du national-socialisme. L'année 1937 fut cruciale pour la situation des artistes en Allemagne et également pour ceux partis en exil. Contrairement aux écrivains, journalistes et universitaires, les artistes se sont trouvés face à une situation ambiguë et difficilement compréhensible pendant les premières années sous le pouvoir des nazis. Car la politique culturelle au sujet des arts plastiques n'a pas été clairement définie dès le début. Pour certains, des mesures répressives se mettent en place dès 1933. La célèbre école d'art, le Bauhaus, est fermée par le régime et nombreux sont ceux, architectes, peintres et photographes, qui quittent l'Allemagne. Le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius, s'exile aux États-Unis. Je vous montre quelques images, vous connaissez tous, mais pour aussi les jeunes peut-être se rappeler un peu de cette esthétique, s'exile aux États-Unis, ainsi que ses collègues, le peintre Joseph Albers et sa femme Annie. On a récemment vu une très belle exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris sur ces deux peintres et artistes. Le photographe Molinach, l'architecte Mies van der Rohe, dernier directeur du Bauhaus, suivra quelques années plus tard, ainsi que Lionel Feininger, Marcel Breuer et d'autres. Paul Klee, ancien maître du Bauhaus, qui fut nommé professeur à l'Académie des Beaux-Arts à Düsseldorf en 1931,
est congédié par les nationaux socialistes et se réfugie en Suisse, dans sa ville natale, à Berne. D'autres artistes ne sont pas attaqués dans l'immédiat. Le ministre du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande, Joseph Goebbels, fut, dans un premier temps, favorable à l'expressionnisme allemand. Le peintre Max Pechstein, par exemple, on a vu son tableau tout au début, un de ses tableaux. Malgré le fait qu'il fut une figure de l'art moderne, protégée et mise en avant par le critique d'art juif Paul Westheim pendant les années 20, arrive encore à exposer au début des années 30. Mais rapidement, l'idéologue nazi Alfred Rosenberg dominera la ligne culturelle et esthétique et condamnera à toute la palette de l'art moderne. Même un peintre comme Emil Nolde, qui lui-même a sympathisé avec le mouvement national-socialiste, fut condamné comme artiste dégénéré et interdit de peindre. L'expression « art dégénéré » était une formule de propagande nazie. Il fut utilisé en Allemagne pour dénigrer l'art moderne et les œuvres d'artistes juifs. La notion de dégénérescence issue de la biologie des races est déjà transposée dans l'art depuis la fin du XIXe siècle. Le psychiatre Max Nordau lui dédia son ouvrage « Dégénérescence » qui condamnait toute l'art moderne comme pathologique. Durant l'été 1937, le régime nazi organisa à Munich l'exposition diffamatoire « Art dégénéré » Entartete Kunst. Vous voyez ici l'entrée dans cette exposition, dont l'entrée était gratuite. Et donc là, je vous parle de Munich, mais en fait, c'était une exposition qui tournait par la suite en différentes villes allemandes. Donc l'exposition diffamatoire Art dégénéré afin de diffamer des œuvres des artistes modernes tels que Paul Klee, Otto Dix, Franz Marc, Oskar Kokoschka, Emil Nolde, Otto Freundlich, Ernst Barlach, Wilhelm Leibruck et tant d'autres. Les œuvres exposées provenaient des collections des musées allemands, où elles avaient été préalablement saisies par une commission de la Chambre des Beaux-Arts du Reich, par la Reichskammer der Bildenden Künste. Donc ici, je vous montre quelques images de cette exposition. Donc vous voyez là des tableaux de Haeckel et Kirchner et aussi Otto Müller, tous des membres du mouvement expressionniste Brücke. Et vous voyez bien surtout la façon comment les œuvres étaient exposées. Donc c'était extrêmement méprisant, parfois mal accroché, très tassé. Les témoignages qu'on a des gens qui ont visité, ils disaient qu'on pouvait à peine reculer. Donc c'était aussi la manière comment les œuvres étaient exposées qui méprisait en fait cet art. Qu'est-ce que les nazis reprochaient à ces œuvres modernes? À la différence des livres, elles étaient persécutées moins pour leurs idées que pour leur style. L'expressionnisme avec l'éclatement de ses formes, la violence de ses couleurs, ses élans visionnaires étaient à l'opposé des idylles champêtres, comme une maman blonde allaitant un bébé dans un champ de blé, des monotones allégories de la fécondité, de la race, du sang et du sol natal. Les faits historiques sont connus et la recherche a largement documenté cette exposition diffamatoire, mais je me permets néanmoins de vous montrer quelques œuvres de ces artistes condamnés à l'époque. Leur œuvre n'est pas toujours si bien connue en France. Donc je vous montre juste rapidement, un peu comme dans un cours d'introduction sur l'expressionnisme allemand, quelques protagonistes, enfin voilà, Ernst Ludwig Kirchner, membre de ce groupe du Brücke Le Pan, qui au début du siècle réunissait d'autres artistes comme Haeckel, Schmidt-Rottluff, Fritz Bleyl. Et donc sa façon de peindre, donc extrêmement coloré, extrêmement expressif, et donc aussi avec des contours très clair et très net, et donc voilà, un des artistes déclarés dégénérés par les nazis, et comme vous avez peut-être vu là sur le petit résumé, il était réfugié en Suisse et il se suicide en 1938, donc un an après l'exposition de Munich. Ensuite, j'ai déjà parlé d'Emil Nolde, donc également membre du Brücke, il était plus âgé, c'est un membre, donc il a quasiment toute sa vie travaillé à Zeebuhl, qui est un tout petit village à côté de la frontière danoise, dans le nord de l'Allemagne, et il était entre Berlin et ce village, et vers la fin de sa vie plutôt que là-bas, donc très retiré dans la nature, donc pareil, une peinture extrêmement colorée, et
Alors là, c'est un cas justement d'une zone grise, si vous voulez, puisque Nolde était, comme je l'ai mentionné, non seulement il était proche quelque part du mouvement national-socialiste, il était antisémite, ça les dernières recherches l'ont bien montré, et il fut néanmoins diffamé et déclaré dégénéré. Il n'avait plus le droit d'exposer, il n'avait plus le droit de peindre, et il se retirait pendant des années de la guerre, il l'a peint en fait en cachette. Ensuite, très connu, bien sûr, Georges Grosz, plutôt quelqu'un, voilà, entre l'expressionnisme et l'objectivité, si vous voulez, donc avec une peinture très sociocritique, très antimilitariste, depuis la Première Guerre mondiale. Lui, il a eu quelque part la chance, il a été invité aux États-Unis en 1932, il n'est jamais revenu en Allemagne. Sinon, il n'était pas juif, mais il était tellement engagé politiquement que les nazis le détestaient. Et vous voyez aussi dans sa peinture à quel point lui-même il dénonçait le pouvoir politique et autoritaire. Et ensuite, pour juste quelques exemples, rapidement, Oskar Kokoschka, peintre autrichien, un peu l'enfant terrible de Vienne au début du siècle, qui lui fuit dans un premier temps à Prague et ensuite en Angleterre, et qui justement au moment de l'exposition est très engagé politiquement. Il peint notamment cet autoportrait artiste dégénéré, et voilà, tout le monde essaye en fait de survivre. Aujourd'hui, ils font partie des grands classiques de l'art moderne. On en trouve dans toutes les grandes collections des musées modernes du monde, mais il faut bien se rappeler qu'à l'époque, personne ou très peu étaient intéressés et osaient encore acheter leurs œuvres. Donc c'était ce monde nouveau, des formes et des couleurs expressives, ces toiles du mouvement Brücke par exemple, influencées par l'art africain ou océanien, gravant sur le bois ou faisant surgir des images violentes de corps poussant à l'extrême l'expression humaine. La critique nazie dénonça ce qu'elle appela l'élément, je cite, judéo-négroïde, aussi bien dans les toiles d'un Hans Ludwig Kirchner que dans un paysage abstrait de Kandinsky. Politisé ou simplement moderne, militant comme les toiles sociocritiques de Georges Grosz ou abstrait comme celle de Joseph Albers, il n'est aucun mouvement artistique sinon le pire kitsch de l'époque qui échappa à la violence destructive des nazis. Lors de l'inauguration de l'exposition Art dégénéré en juillet 1937 à Munich, Adolf Ziegler, le président de la Chambre des beaux-arts du Reich et un des responsables de la politique de la purification culturelle sous les nazis, prononça le discours inaugural en disant à propos des œuvres de Kirchner, Kokoschka, Nolde et Grosz, je cite, « Des trains entiers n'auraient pas suffi à débarrasser les musées allemands de ces ordures. » Fin de citation. Vous voyez dans ces propos, prononcés 2 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, la dimension politique est cruellement annonciateur que montrait cette action contre l'art moderne. Donc, quelles étaient les réactions des artistes concernés par cette brutalité diffamatoire ? Comment les artistes exilés, pour la plupart d'entre eux depuis 1933, se sont-ils organisés afin de survivre artistiquement dans leur pays d'accueil ? Contrairement aux écrivains et journalistes qui, dès la prise de pouvoir d'Hitler, créèrent des journaux et luttèrent activement contre la répression, les artistes d'avant-garde furent moins structurés dans leurs oppositions. Certains restèrent en ce qu'on appelle exil intérieur, travaillant en cachette. D'autres commencèrent de se regrouper seulement après l'exposition de Munich afin de montrer au monde qu'une autre Allemagne existait dans le domaine des arts. Une majorité d'artistes modernes quitta l'Allemagne nazie au plus tard après les événements de 1937. En France partait Robert Liebknecht, que vous voyez ici avec un autoportrait, à droite, le fils du politicien communiste Karl Liebknecht, assassiné en 1919, Käthe Münzer-Neumann, Gerd Wollheim, Eugen Spiro, Anton Rederscheidt, Hans Hartung, Max Beckmann pour un certain temps, après il était plutôt à Amsterdam, Hans Bellmar pour en nommer que certains. D'autres artistes n'étaient pas d'origine allemande, mais avaient travaillé en Allemagne auparavant, comme Wassily Kandinsky ou César Domela. Eux aussi prenaient le chemin de l'exil.
Certains vivaient déjà à Paris ou en France avant la prise du pouvoir des nazis, comme le surréaliste Max Ernst, le peintre abstrait Otto Freundlich, Ferdinand Springer, Hans Reichel, le dessinateur Max Ligner et l'artiste suisse Sophie Teuber-Arp avec son mari Jean Arp. Les portes de leur pays d'origine et de leur pays de formation se fermaient en 1933. Un retour ne fut plus envisageable également pour eux. Seulement une petite minorité entre eux fut intégrée dans la société française. Les expositions individuelles étaient quasiment impossibles. Une exposition spéciale pour les artistes juifs persécutés qui fut organisée dans le cadre du Salon d'automne en 1933 figurait parmi les exceptions. Et de toute façon, Cécile vous en parlera par la suite. Alors, après l'exposition de Munich, une première contre-exposition fut montrée à Londres. Attends, il manque une image, non? Ah ouais, il manque une image. Bon, je voulais vous montrer bon, si vous voyez sur les livres, en fait, c'était l'exposition à Londres, 20th Century German Art, à la New Burlington Gallery. Des émigrés allemands à Paris, notamment le critique d'art Paul Westheim, étaient bien à l'origine de cette exposition, mais après des querelles internes, ils renoncèrent d'y participer. Le comité londonien ne souhaitait finalement pas afficher le caractère politique et clairement anti-nazi. Le titre initial German Band Art fut changé contre le titre 20th Century German Art et des membres célèbres du conseil artistique comme Thomas Mann exclus suite à leur opposition au régime hitlérien. Donc cette exposition est aujourd'hui très bien documentée. Je vous montre ici donc deux publications qui ont paru récemment. Et donc je renvoie aux travaux de Lucy Wasensteiner, qui a consacré sa thèse à gauche et aussi qui a organisé une exposition, une sorte de réédition de l'exposition de Londres 38. Contrairement à cet événement britannique, sous l'emprise de l'appeasement politique, la réaction des émigrés parisiens fut beaucoup plus radicale. Le critique d'art juif allemand Paul Westheim, que j'ai déjà mentionné, réagit en rédigeant quelques articles, mais il s'engagea surtout comme un des principaux initiateurs du Freie Künstlerbund, dont faisaient entre autres partie Max Ernst, Otto Freundlich, Robert Liebknecht et Eugen Spiro. Comme manifestation contre l'exposition munichoise, cette union des artistes libres, telle qu'on l'a désignée en français, organisa une contre-exposition présentant justement des œuvres de ces artistes proscrits par l'Allemagne hitlérienne. Elle fut présentée à Paris en novembre 1938 dans la Maison de la Culture sous le titre « Art allemand libre ». Contrairement à Londres, le portrait de... Alors justement, ça c'est un exemple. Contrairement à Londres, où je disais que c'était un peu sous l'ordolapisme politique, on ne voulait pas trop violemment confronter la politique nazie. Et donc, contrairement ici, les artistes ont montré notamment ce portrait que vous voyez au milieu de Robert Freund, un portrait peint par Oskar Kokoschka, et qui a été vandalisé et déchiré en 4 morceaux à Vienne par la Gestapo. Donc ici à Paris, on a montré ces morceaux, pendant qu'à Londres, on pouvait le voir, mais uniquement sur demande, un peu dans les coulisses. Et également ont été montrés un dessin juste au-dessus de Renoir. En fait, c'était une reproduction parce que ce dessin fut également détruit par les nazis à Vienne et n'était pas récupérable. Donc l'esprit était beaucoup plus radical, mais en même temps, je vous montre une autre vue de cette exposition. Alors, c'est très compliqué parce qu'on n'a quasiment pas de source. Ce que je vous montre là, ce sont des photos de Joseph Breitenbach, un des rares témoins en tout cas à notre connaissance de cette exposition, qui a pris donc ces salles en photo. Malheureusement, les archives, on ne sait pas où ils se trouvent, qui pourraient plus documenter. En Maison de la Culture, c'était appartenait au Parti communiste français, donc en tout cas à ce jour, à ma connaissance, on a beaucoup de difficultés à trouver une vraie documentation concernant cette exposition. Ici, je vous montre alors ça c'est intéressant aussi par rapport à l'histoire de Hugo Simon, puisque le tableau que vous voyez là, en fait, c'est les maisons rouges, c'est bien des maisons de couleur rouge de Kirchner aussi, appartenait probablement ou très certainement aussi à Hugo Simon, et on ne sait pas, on ignore aujourd'hui où se trouve ce tableau. Donc, je vais arriver à la fin. Voilà.
Juste pour finir, donc malgré ces quelques éléments d'engagement que j'ai cités, à la fois la presse anti-nazie et cette exposition et d'autres actions, évidemment il y avait du théâtre, j'ai pas eu le temps de le mentionner, mais il y avait des théâtres très engagés à l'époque à Paris. Donc malgré ce grand engagement antinational socialiste, donc il fit preuve. Par exemple, prenons l'exemple de Paul Westheim. Il est interné au moment du déclenchement de la guerre. Il subit le même sort que la plupart des opposants à Hitler d'origine allemande, ou les personnes persécutées par le régime nazi qui se croyaient en fait en sécurité en France. Dès le mois de septembre 1939, il fut appelé à se rendre dans un camp de rassemblement sous l'autorité militaire. Bien que reconnu par l'État français comme réfugié politique et privé de nationalité allemande pour la plupart, pour les Français, ils étaient désormais devenus un sujet ennemi. Et je vous montre ici un manuscrit de ce critique d'art Paul Westheim qui, lui, a pu fuir par la suite au Mexique. Et je me permets de le citer, c'était extrêmement difficile de déchiffrer ce manuscrit. Mais je l'ai fait dans le cadre de ma thèse. Donc je cite Paul Westheim. « En France, j'ai été dans 10 camps, à Francillon, au Mille, dans le camp de Gurs, tristement célèbre, pour ne citer que les pires d'entre eux. Un seul camp m'a été épargné, le Vernet, là où on internait les suspects politiques. » Lit-on donc dans son manuscrit inédit, presque illisible, rédigé sur du papier Bible. S'agit-il d'une tentative désespérée de Westheim de se souvenir de cette époque humiliante, de cette fin brutale de son exil en France? Jusqu'à sa libération, début décembre 1940, il passa avec quelques interruptions 10 mois dans différents camps d'internement français, dans des conditions de vie souvent catastrophiques. Lorsqu'on nous traîna à Gurs, se souvient-il, des Juifs chassés du pays de Bade et de Palatinat par Hitler arrivèrent en même temps. Des hommes, des femmes, des gens de 80 et 90 ans, même des petits-enfants. Personne ne peut s'imaginer la misère des survivants de la guerre, encore moins la misère dans laquelle les gens arrivaient. Tous les jours, 15 personnes environ mouraient. La nuit, il en mourait 22. On entassait les cadavres dans la salle d'eau, là où les autres se lavaient. Fin de citation. Et juste encore un témoignage, donc vous avez tous certainement entendu aussi parler du camp des Milles, qui d'ailleurs montre aujourd'hui un excellent centre de documentation sur ce camp d'internement. Et je vous montre ici aussi un dessin de Hans Bellmer, Les Milles en feu. Donc il était également interné aux Milles comme Max Ernst et d'autres intellectuels et artistes germanophones. Et je pense que voilà, j'ai encore une œuvre, Les Apatrides de Max Ernst, également interné aux Milles, et une photo de cet artiste également photographiée par Joseph Breitenbach que j'ai déjà mentionné. Alors, fin 1941, pour finir, Paul Westheim put émigrer au Mexique avec un visa grâce à l'intervention d'amis français et de l'American Rescue Committee à Marseille, qui, sous la direction de Varian Fry, sauva un nombre important d'artistes et intellectuels de la persécution des nationaux socialistes et de la police française qui collaboraient avec eux. Je vous montre ici une photo de Varian Fry. C'est un catalogue d'exposition qui a lieu à Marseille, je ne me rappelle plus l'année, mais ça fait déjà quelques années. Et à droite, une photo de Westheim libéré des camps et habillé avec, souvent on donnait à l'époque les manteaux de la première, enfin l'uniforme militaire française de la Première Guerre mondiale pour ces réfugiés qui souvent étaient travaillés comme travailleurs étrangers. Après l'invasion de la France par l'Allemagne en juin 1940, l'Emergency Rescue Committee envoyait le journaliste américain Varian Fry en France pour venir en aide aux réfugiés anti-nazis menacés d'arrestation. À Marseille, Fry s'appuya sur son réseau de résistance pour fabriquer des faux papiers et mettre en place des itinéraires de fuite. Il offrit son soutien aux réfugiés antifascistes, juifs ou non, menacés d'extraction vers l'Allemagne nazie en vertu des dispositions de l'article 19, clause dite de livraison sur demande de l'armistice franco-allemande. Ça, c'était depuis juin 40 qu'il y avait cet article 19. Donc la police française pouvait, ou était censée même, de livrer tous les réfugiés juifs, allemands, germanophones et artistes, bien sûr, aux nazis. Fry séjourna en France pendant 13 mois.
Il fut placé sous constante surveillance et plus d'une fois interrogé et incarcéré par les autorités françaises. Sous couvert de l'organisation humanitaire qu'il fonda légalement, le Centre de secours américain, il s'employa à faire disparaître en toute illégalité les réfugiés en danger. Fonds issus du marché noir, documents falsifiés, passages secrets par la montagne et voies maritimes. Donc ça aussi, c'est aujourd'hui très bien documenté. Il y a un livre de Fry and Fry qui raconte cette histoire et d'autres publications. Donc ça, on connaît bien cette histoire. Les efforts de Fry permirent de secourir plus de 2000 personnes, donc d'éminents artistes et intellectuels tels que Marc Chagall, Max Ernst, les écrivains Franz Werfel, Leon Feuchtwanger et Heinrich Mann. Ces activités secrètes exaspéraient les fonctionnaires du département d'État américain autant que ceux de la France de Vichy. Il fut expulsé de France en septembre 1941. Et je termine en vous montrant deux tableaux de deux artistes allemands qui n'ont pas eu la chance d'échapper aux persécutions. Après l'invasion allemande de la Belgique en 1940, donc à votre gauche, un tableau de Félix Nussbaum. Nussbaum a été interné dans le camp de Saint-Cyprien, dans le sud de la France. Il parvint toutefois à s'échapper et à retourner à Bruxelles, où il vivait auparavant, où il se cacha chez un ami marchand d'art. C'est dans cette cachette qu'il a réalisé des tableaux traitant de l'expérience du camp et de la peur, du désespoir et de la menace d'arrestation. Le 20 juin 1944, Nussbaum fut arrêté sur dénonciation, déporté à Auschwitz le 31 juillet 1944, où il fut assassiné. Et quand même, pour terminer en couleur, les tableaux de Otto Freundlich, qui parlent un langage d'une utopie sociale. Son style figuratif et... Qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Son style constructiviste voulait exprimer... abstrait et constructif, voulait exprimer un idéal humaniste de structure sociale. L'artiste espérait que ses couleurs kaléidoscopiques lui permettaient de créer un langage commun à tous les hommes. C'est à Freundlich qu'on doit l'idée d'une route des sculptures reliant les peuples entre Paris et Moscou, une voie de la fraternité et de la solidarité humaine en souvenir de libération. Bien évidemment, c'est resté une utopie. Cet artiste a également été interné en France au début de la guerre, mais a été libéré grâce à l'intervention de Picasso dans un premier temps. Il s'est réfugié dans un village des Pyrénées. Otto Freundlich, il fut dénoncé dans ce village, arrêté par les forces d'occupation allemandes en février 1943 et déporté, assassiné au camp d'extermination de Sobibor. Et je vous montre ici un tableau très parlant, justement, puisque c'est une composition inachevée de 1940 qui est restée dans cet atelier à Paris. Et je vous remercie et je passe la parole à Cécile qui nous parlera de la réception ou non-réception de ces artistes. Merci beaucoup Inès. Donc je vais prendre ta suite en traitant de la réception institutionnelle, en fait, vraiment institutionnelle, c'est-à-dire muséale, des artistes immigrés germanophones à Paris avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Inès l'a bien montré, à partir de 1933 à minima, de nombreux artistes, en l'occurrence bannis de Hitler, se réfugient en France. Quelles traces reste-t-il de cette histoire dans les collections publiques? Comment ces artistes sont-ils accueillis du point de vue institutionnel? Alors, je vais répondre tout de suite, pour ne pas faire durer un pseudo-suspense. Du passage de ces quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, il reste peu de choses dans les collections publiques. Alors, est-ce que ça marche? Mais chaque œuvre, même si elles sont peu nombreuses, en dit beaucoup, et c'est ce que je vais expliquer ce soir. Comment expliquer cette réception institutionnelle en apparence faiblarde? Je vais commencer par la fin. En 1968, le conservateur du Musée national d'art moderne, il est depuis la Seconde Guerre mondiale, Bernard Dorival, quitte ses fonctions. Il écrit un rapport général sur le Musée national d'art moderne, qui est conservé dans les archives des musées de France, où lucide sur le tard, il décrit des lacunes qui lui semblent en l'état irrattrapables.
Il reconnaît en particulier que, par contraste, je le cite, avec les musées à vocation internationale du monde entier, à Paris, je cite toujours, les collections de peintures et de sculptures étrangères sont presque insignifiantes. Les Allemands et germanophones en particulier demeurent excessivement sous-représentés. On le sait depuis longtemps. Maurice Bessé, qui a été nommé conservateur adjoint au MNAM en 1961, avait travaillé à développer les collections d'art, donc notamment allemands, étrangers, et c'est cette année-là, en 1961, qu'était acheté le portrait de la journaliste Sylvia von Harden d'Otto Dix, un tableau qui est aujourd'hui parmi sans doute les préférés du Centre Pompidou, un tableau qui est très connu, très apprécié, mais qui est en fait un petit peu pour moi l'arbre qui cache la forêt des occasions manquées. Marie Gispert note dans son article Otto Dix et la France et Otto Dix, qui est paru en 2015 dans la revue Études germaniques, qu'à l'occasion de l'exposition monographique consacrée à Dix à Paris en 1972, au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, le journal Raymond Cogna peut écrire. Jusqu'à la fin de la dernière guerre, c'est-à-dire la deuxième, les Français étaient, convenons-en, à peu près ignorants de ce qu'est la peinture allemande du XXe siècle. Alors j'ai envie de dire, le fait est. En tout cas, cet achat, en 1961 donc, n'avait pas suffi à remédier à l'absence dans la collection très ancienne de Die Brücke, de Dada, du Bauhaus, du Still, d'un pan entier d'abstraction. Alors la question liminaire que je vais poser, c'est comment en est-on arrivé là ? En dehors des diatribes haineuses, du racisme, de l'antisémitisme ouvertement déclaré, d'un Mauclair, d'un Triola Rochelle, d'un Rebatté, dans l'entre-deux-guerres, je veux dire qu'il y avait certaines conventions qui étaient adoptées par les historiens de l'art faisant autorité où transpirait vraiment l'esprit du temps. Ces conventions, elles les portaient sur le terrain d'un nationalisme diffus, subreptice, déclaré à des degrés divers. L'une d'elles, dont personne ne s'étonnait vraiment, consistait à faire systématiquement précéder le nom d'un artiste par sa nationalité, comme si une œuvre devait nécessairement s'éclairer des stéréotypes associés au lieu de naissance de l'artiste. Ainsi, Louis Hodeker, conservateur en chef du musée du Luxembourg depuis 1929, pouvait-il écrire en toute respectabilité, professer d'abord à l'école du Louvre, donc là je cite son cours qui a été recueilli par Madeleine Rousseau et qui est accessible en fait en bibliothèque, une phrase qu'il reprend dans son grand livre de synthèse, Littérature et peinture en France du XVIIIe au XXe siècle, publié en 1942, quand il sera devenu secrétaire général des Beaux-Arts de Vichy. Donc ainsi, Hodeker pouvait-il écrire que, un exemple, Dada avait pour parrain un Israélite roumain, Tristan Tzara, un Alsacien, Jean Harpe, deux réfractaires allemands, Bali Welsenbeck. Alors, évidemment, Israélite roumain n'est pas vraiment une nationalité, mais il n'empêche. Hodeker incarnait alors toute une hiérarchie de valeurs aussi puissante qu'elle est aujourd'hui, on veut le croire, devenue anachronique. Cet ensemble de canons délimitait le périmètre d'un art mesuré, tempéré, d'un art soi-disant typiquement français, dont il s'agissait de convaincre de la supériorité. Bernard de Rival, conservateur du musée conservateur au Luxembourg, René Huy, qui était conservateur au Louvre, n'avait pas de mots assez durs contre les avant-gardes, et notamment contre l'abstraction, dont tous ils critiquaient l'espace. Pour Dorival, dans son ouvrage en plusieurs tomes, qui paraît pendant la guerre, à partir de la guerre, pour Dorival primait, je le cite, la protestation de l'instinct et du cœur, ou même la protestation du bon sens face aux avant-gardes. En 1939, Huyghe mettait pour sa part en exergue, dans son grand livre Les Contemporains, qui a eu un fort succès, donc Huyghe mettait en exergue la faillite du modernisme et se félicitait, je le cite, du retour au sujet familier français, femme dans un intérieur, qui lisait, qui rêve, paysage de chez nous. Alors évidemment, c'est le discours type de ce retour à l'ordre dont Jean Lode a montré qu'il durait longtemps en fait et qu'il était bien davantage un appel au maintien dans l'ordre. Bien. Je cite toujours Jean Lode, notamment son article Retour et ou rappel à l'ordre.
Selon lui, le propre de ce discours était de vouloir mettre fin aux errances passées contre lesquelles il mettait en garde. Ce discours réhabilitait les valeurs culturelles nationales, le coût du travail bien fait, du beau génie artisanal de la tradition. L'idée de race, d'une guerre à l'autre, est ancrée en fait dans l'histoire de l'art, mais comme partout, comme ailleurs, dans l'histoire de l'art comme ailleurs. Et cela, alors ça, je tiens vraiment à y insister, dans tout le spectre politique, y compris par exemple chez un historien de l'art comme Élie Faure, qui est membre du comité des intellectuels antifascistes, qui a un soutien des républicains pendant la guerre d'Espagne, on peut lire ses méditations catastrophiques. Élie Faure, qui peint pourtant dans son livre Découverte de l'archipel, les âmes nationales comme des îlots non communicants. Bon, Huyghe, si je reviens à lui, est plus net. Toujours dans Les Contemporains, il écrit « On a pu, par lassitude des obstinations de Taine », donc il fait allusion à Hippolyte Taine, « s'agacer de la théorie des races, elle n'est pas vaine, la race vous tient, vous dirige de tout le poids de son organisme. » Alors on le voit, les histoires de l'art contemporain français s'écrivent-elles à cette époque au prix d'un racialisme terriblement ordinaire. Elles incarnent une attitude de repli justifiée par la peur d'une invasion, en fait, qui aurait menacé l'intégrité ou même l'intégrité de la nation. Dorival, dans Les Étapes, ne cherche pas à dissimuler du tout sa perplexité face à, je le cite, l'immense immigration d'artistes de toutes couleurs, de toute race, de toute religion. On sait qu'à Paris, elle est ancienne, hein, c'est pas uniquement les germanophones. Alors, gardons-nous bien de généraliser, si je peux dire, de mettre tout le monde dans le même sac, mais ici, il faut quand même dire que chez certains, c'est explicitement d'antisémitisme qu'il s'agit. Le cas de Germain Bazin, je crois, ne fait plus aujourd'hui mystère pour personne. Et puis, il y a des phrases qui restent. Dans un riche panel, je vais en choisir une seule, chez Huyghe encore, donc toujours Les Contemporains, où il écrit à propos du mouvement Dada, que, je cite, « Le mouvement exacerbe un duel résumant toute l'histoire de l'art moderne, le duel de l'esprit français, symbole du monde latin, savant et arbitraire esprit de clarté, et de l'esprit germanique, soutenu par l'esprit juif, débouché du dynamisme intérieur. » Donc, je pense que ça n'appelle pas vraiment de commentaires, si ce n'est pour dire qu'il laisse réimprimer cette phrase, donc l'esprit germanique soutenu par l'esprit juif, dans la nouvelle édition de son ouvrage en 1949, donc après la Shoah. On trouve des mentions également chez Hautecœur, bon, que je pourrais donner. Mais ce que je veux vraiment expliquer et faire comprendre, c'est qu'en fait, Hautecœur, même quand il sera directeur des Beaux-Arts de Vichy, ne comprend rien aux mesures d'exclusion qui sont prises. Laurence Bertrand d'Orléac l'a bien montré, notamment dans L'Art de la défaite. Bon, on ne peut pas le taxer du tout d'antisémitisme primaire, il peut faire double jeu, il peut aider des personnes juives. Et il y a quand même un épisode qui est extrêmement révélateur. C'est que lui-même, en fait, avait pensé pouvoir passer outre ces mesures d'exclusion en nommant à la tête du Musée national d'art moderne son adjoint Jean Cassou, auquel Hautecœur viendrait apprendre en pleurant la décision de ceux qu'il appelle ses nouveaux maîtres de le révoquer immédiatement. Et Cassou avait dû le consoler en lui disant « vous en verrez d'autres ». Donc juste pour le... Je cite la façon dont Cassou raconte l'épisode dans son autobiographie « Une vie pour la liberté ». Alors, il rapporte que le jour où Hautecœur lui communiqua donc sa nomination au MNAM, il rentra chez lui, il alluma la radio et il entendit, je cite, « Le communiste, juif, rouge, espagnol, Front populaire, franc-maçon, anarchiste Jean Cassou, membre du comité d'un ministre juif du ministère du juif Blum, le juif Jean Zé, fauteur de guerre, etc., est nommé conservateur en chef du Musée national d'art moderne. Le lendemain, j'étais destitué et mise à la retraite. Hautecœur reparut dans mon bureau et, les yeux pleins de larmes, m'embrassa. Je n'imaginais pas, disait-il, que cela tournerait ainsi qu'on en viendrait là. Vous en verrez d'autres, lui dis-je. L'épisode est révélateur. La majorité du personnel des musées, donnant sa lecture de l'art moderne, n'avait pas perçu, je crois, depuis les années 30, sa collusion avec l'esprit d'un régime dont il ne constituerait certainement pas, en dépit des apparences, le soutien fervent. Seul un raccourci rétrospectif, un manque de nuances, pourrait lui faire porter une responsabilité qui est en fait très très éclatée, et je vais le montrer.
qui est clair, c'est qu'il y a un anti-germanisme dans cette population. Je vais juste me limiter à donner quelques citations. C'est évidemment le corollaire du racialisme, hein, les stéréotypes nationaux. Donc Huyghe, une race est telle que ses paysages l'ont façonnée, l'allemand des forêts de Germanie, illimitée, bruissante, pleine de vie diffuse et de mystère, aurait trouvé, selon lui, son exact contrepoint chez le français issu, je cite encore, d'une terre féconde, chargée de nourriture et de fruits, de dons et de beauté paisible, de bien-être surtout. Donc dès lors se met en place une relation d'opposition où la germanité définit ce qui n'est pas le soi-disant caractère français. Comme si un peu chaque peuple ne pouvait reconnaître son identité que dans le miroir tendu par l'autre. Bon, à partir de là, il est évident que Die Brücke devient le point aveugle de l'histoire de l'art. Je reprends l'expression de Laurence Bertrand d'Orléac, mais aussi, pas seulement, le constructivisme, le Mauhost, le style, l'art concret, qui paraissent, comme dans ces histoires-là, comme des menées ennemies. Alors, on voit toujours le même schématisme de cette pensée dichotomique. On voit aussi finalement toujours la mémoire d'une guerre. Évidemment, c'est la mémoire de la guerre de 14 qui n'en finit pas. Et ce même affrontement qui se poursuit autrement, mais très concrètement, dans cette histoire de l'art en forme de champ de bataille. On ne s'étonnera pas dans ces conditions du sort réservé aux immigrés germanophones. Jean Lode, dans son article « Introduction au climat d'avant-guerre », écrit que Paris n'accueillit qu'avec réticence et même hostilité les artistes et écrivains exilés politiques qui auraient pu renouveler les problématiques et fomenter d'autres synthèses. La ville s'enferma dans le splendide isolement de son image mythique, composite de bon goût et d'élégance, de rationalisme inexportable et de modération désabusée. La France et ses musées. C'est un schéma très simplifié. Mais bon, grosso modo, c'est l'idée. Donc, à Paris, la séparation entre ceux qui étaient français et ceux qui ne l'étaient pas se donnait manifestement à voir depuis qu'en 1922, l'État avait chassé les étrangers du musée du Luxembourg, qui était le musée consacré à l'art en train de se faire, officiellement faute de place, toujours l'éternel problème de place. Bon, on aurait pu pourtant imaginer d'autres partitions, pour attribuer donc aux artistes étrangers un lieu distinct, le Jeu de Paume, aux Tuileries, sur l'autre rive de la Seine. Luxembourg, c'est rive gauche, les Tuileries, c'est rive droite. Donc il y avait réellement une séparation, une frontière. Le Jeu de Paume devient, enfin le musée des écoles étrangères devient autonome en 1930. Alors, qu'est-ce que ce musée des écoles étrangères ? Il est d'abord placé sous la dépendance du ministère des Affaires étrangères et il sert dans les années 20, donc avant son autonomie, une ambition d'ordre vraiment diplomatique. C'est des expositions par pays, en fait, un peu l'idée d'exposer les traditions nationales. Alors, mais c'est sur le long terme, c'est depuis un passé très lointain jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a les Belges, les Autrichiens, les Hollandais, les Danois, les Japonais, les Suisses, etc. Comme l'écrivait en 1929 dans l'introduction du catalogue consacré à l'art danois, le directeur des Beaux-Arts Paul Léon, on ne choisit pas ses voisins, mais on choisit ses amis. En fait, c'est vraiment un programme de propagande et l'idée, c'est de mettre en scène un petit peu la famille de la France et surtout de voir quelle influence a pu avoir la France sur ses peuples. Bon, alors, inutile de souligner qu'il n'y a pas vraiment ce qu'on désigne aujourd'hui comme les avant-gardes dans ces manifestations. Alors, il n'y a pas d'exposition d'art allemand au Jeu de Paume, au musée des écoles étrangères, mais l'idée de germanité rejaillit sur d'autres nations, par exemple l'Autriche, évidemment. C'est ainsi qu'un journaliste, Jacques Guesne, peut former l'idée que, je le cite, l'Allemagne n'a pas de peintre. C'est le titre de la thèse de Marie Gisbert, que j'ai déjà mentionné, qu'elle a soutenue en 2006 et qui étudie la réception de l'art allemand en France. Bon, ceci dit, il y a quand même des expositions d'artistes allemands, mais c'est essentiellement des expositions de dessins, de gravures, notamment en 1929 à la Bibliothèque nationale de France. Alors, il n'y a pas d'exposition d'art allemand au Jeu de Paume, mais quand le musée rouvre fin 1932, après une période de 3 ans de travaux, il y a une salle dans le parcours permanent où on peut voir un petit peu d'art allemand. En l'occurrence essentiellement Beckmann et quelques autres, au fil du temps, d'autres artistes, et je vais expliquer ça dans un instant. Parce que Beckmann a une réception assez positive, en fait, d'un point de vue institutionnel. C'est un petit peu l'exception qui confirme la règle au départ. Alors, j'énumère ce parcours permanent du musée des écoles étrangères, donc en décembre 1932.
Donc salle 2, école anglaise, salle 3, école belge, salle 4, bon c'est en bas de l'escalier la salle 4 et donc ce sont des sculptures sans critères de nationalité, salle 5, Espagne-Portugal, salle 6, Italie, Amérique latine, salle 7, Pologne, Suisse, Roumanie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, salle 8, Allemagne, Hollande, Danemark, Suède, Norvège, donc c'est un petit bout, hein, l'Allemagne, salle 9, Amérique du Nord, salle 10, Japon, salle 13, Russie, alors pas URSS, vous voyez, mais bon, et ainsi de suite. Bon. Alors évidemment, c'est l'idée d'école, voire d'âme nationale, qui est matérialisée dans l'espace, quand l'art moderne, au contraire, repose en grande partie sur les échanges, les mobilités et l'immigration. Et enfin, disons-le, c'est une vision de l'art à milieu de nos histoires actuelles. Bon, alors on le sait, fin 1932, les collections nationales ne conservent pas en France, je parle bien des collections nationales, de peintures de Picasso. La salle 14, dans le parcours permanent, fin 32, c'est une salle qui est consacrée à la très discutée et très discutable notion d'école de Paris. Et c'est là où on trouve des œuvres de Picasso. Donc elles sont toutes prêtées à cette date, en fait. C'est une salle où on expose des artistes qui ne sont pas dans les collections publiques et donc on emprunte, mais c'est dans le parcours permanent. Et donc il y a uniquement le portrait de Cocchio qui rentrera donc en 1933 en don dans la collection. Ce sera la seule peinture dans la collection du musée jusqu'en 1947, en fait. Je rappelle que si réellement on veut rentrer dans l'esprit de l'époque, il faut aussi garder en mémoire les attaques contre Picasso-Bosch, qui ne sont pas anciennes à cette date-là, en partie du fait de son association avec Anne Weiler, bien sûr. Pierre Ladoué, qui est alors conservateur adjoint du Luxembourg, écrit, pour saluer cette réouverture de fin 32, que ce qu'il appelle ce musée modèle, le musée des écoles étrangères, n'a rien à envier au plus moderne des autres pays. C'est vrai qu'il y a eu une révolution muséographique, enfin des aménagements qui ont été faits, mais bon. Et qu'au contraire, c'est le musée du Luxembourg où sont donc conservés les œuvres d'artistes français qui pourraient envier la présentation moderne du jeu de pommes. Alors, le Luxembourg en 1931. Les avant-gardes n'ont pas davantage droit de cité dans ce petit musée, dont, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, tant le nouveau conservateur Jean Cassou que le directeur des musées de France, Georges Sall, n'auront de cesse de souligner le caractère anachronique. Georges Sall m'en déclarant, c'est fameux, il faut que ça change et que cesse le divorce de l'État d'avec le génie, dont et pour lui, le Luxembourg est un emblème. Alors, comment expliquer en fait ces choix très pseudo-classiques, prudents en fait, je pense que Ladoué, dans son texte, donne en partie la réponse, c'est que du fait de la réglementation française, ces œuvres, à cette époque-là, doivent finir au Louvre, en fait, à un certain point du temps. Et donc, il y a ce poids de la tradition qui est très fort. Bon, en tout cas, pour Ladoué, tout allait bien, fin 1932, et en France, on était vraiment alignés sur les standards des musées du monde entier. Alors, bien sûr, non, on n'était pas du tout alignés. Je vous montre une image, on pourra en montrer d'autres, du cabinet des abstraits qui a été conçu par Lissitzky au musée de Hanovre et qui sera détruit, enfin démonté en 1933. L'exposition Entartete Kunst, et c'est très important de le comprendre, Inès l'a dit, ne concerne que des œuvres qui étaient conservées par les musées allemands, des œuvres qui furent détruites ou ensuite vendues, comme ici à Lucerne. Avec Entartete Kunst, c'est dans son sillage du désastre, avec le décrochage des œuvres des musées allemands qui avaient été commencé en fait dès avant 1937. C'est tout le travail des conservateurs de musées qui devait disparaître, il faut toujours le rappeler, et dès l'avènement du nazisme, ce fut dit en fait, en réalité, notamment par Alfred Barr, le directeur du tout jeune Museum of Moderna de New York, qui venait d'ouvrir en 1929. L'idée de musée d'art moderne est récente dans ces années-là. Donc Alfred Barr, qui n'aura de cesse de rendre hommage à ses collègues allemands. Il a passé une partie de l'année 1933 en Allemagne, il est très au courant de ce qui se passe. Il écrit une série d'articles qu'il ne réussira pas à faire paraître aux États-Unis, qui paraîtra seulement après la fin de la guerre et qu'on peut lire en français sous le titre « Hitler et les 9 muses ». Alors, pendant ce temps en France, que se passe-t-il ? Bon, du point de vue des musées, après 1933, il n'y a pas vraiment de réaction à ce qui se passe en Allemagne. Mais contrairement, ça paraît évident maintenant, mais en fait, contrairement aux fausses intuitions et à ce qu'on pourrait penser, les collections commencent tout doucement et à la marge à changer. Ces nouveautés sont le fait d'Allemands
ou de personnes bannies d'Allemagne, résidant en France, et c'est par leurs dons qu'ils introduisent un ferment de changement. Pour le comprendre, donc je dois changer de focale parce que jusqu'à présent j'ai beaucoup parlé de Paris, mais en fait, en France, à cette époque-là, c'est sans doute pas la capitale que s'est jouée et mise en place l'idée même très récente de musée d'art moderne, mais c'est plutôt à Grenoble. Alors c'est évident pour tout le monde aujourd'hui, la plus belle collection publique en matière d'art moderne à l'entre-deux-guerres, elle a été constituée par Andry Farcy à Grenoble. Si je reprends mon curseur Picasso, qui en vaut bien un autre, Grenoble, c'est le premier musée à avoir conservé une œuvre de cet artiste, dont l'artiste dès 1921. Bon, même si Picasso ne devait pas réitérer son geste, il y a ensuite d'autres acquisitions, notamment en 1935. Ce dont oriente la collection de Picasso, alors qu'il n'y a aucune œuvre cubiste dans les musées parisiens, à Grenoble, dès les années 20, on trouve Glaise, Lotte, mais aussi Léger, Duchamp-Villon, Zetkin, etc. Un Glaise très important notamment. J'ai parlé d'un don de Picasso et les œuvres que je vais montrer sont pour beaucoup des dons. Alors, je voudrais dire un mot en fait à ce sujet. Pourquoi ce sont des dons? Alors, c'est vrai qu'il y a la légendaire faiblesse des crédits d'acquisition qu'on ne peut nier, mais il y a aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est le rôle des initiatives privées, des collections, des gestes personnels, des hommes et des femmes indépendants dans la genèse de nos musées d'art moderne. Et c'est fondamental. Et finalement, en 1939, c'est Georges Sale qui le dit le mieux. Je vais juste faire une parenthèse sur la figure de Georges Sale pour montrer à quel point le personnel des musées est tout sauf homogène et figé. Pour moi, c'est l'opposé complet de Hautecoeur, donc il sera directeur des musées de France au sortir de la guerre. Il a écrit ce livre que moi je tiens pour fondamental et formidable, qui s'intitule Le Regard, dont j'ai appris, je crois qu'il sera bientôt réédité, ce qui est une incroyable nouvelle. Donc voilà, il le dit très bien. Donc je reviens à Grenoble. Si Andry Farcy, à qui on ne doit pas d'histoire de l'art, il n'est pas historien de l'art, c'est un artiste à l'origine. Si Andry Farcy n'échappe pas à son temps et notamment à l'idée d'école nationale, lui aussi il la met en scène dans son musée. À partir des années 20, il cherche à constituer des ensembles d'artistes étrangers. Alors d'abord belges, puis ensuite italiens et allemands. En 1931, il se rend à l'ambassade d'Allemagne à Paris, il demande des œuvres allemandes contemporaines. En fait, on lui envoie 20 estampes. Bon, c'est un embryon et c'est le point de départ. Il y a des dons. 1931, donc c'est Max Ernst qui donne une forêt. On sait que Max Ernst est en France, Inès l'a dit, depuis le tout début du surréalisme. En 1935, le grand galeriste Daniel-Henri Kahnweiler, sur lequel il y aurait sans doute beaucoup à dire quant à son rapport à la France, justement, je pense évidemment au séquestre que la galerie a subi pendant la Première Guerre mondiale. Kahnweiler donne donc à Grenoble la plus belle œuvre de Klee qui devait longtemps être conservée dans les collections publiques, la plus significative à mon sens, le paysage à l'enfant de 1921. Inès l'a dit, le boss à Dessau a été fermé dès 1932. Klee a subi une perquisition DSA. En 1933, une œuvre de lui est présentée dans une des premières expositions d'art dit dégénéré à Dresde, où il est explicitement désigné comme malade mental. Klee sera l'un des artistes les plus prolifiquement attaqués à Munich. Bon, on l'a vu, il est congédié de son poste de professeur. Il devient donc, comme tant d'autres, indésirable dans l'Allemagne nazie et il passe en Suisse en décembre 1933. Le choix de Klee n'est vraiment pas neutre de la part de Kahnweiler. Alors, Ernst et Klee sont des artistes qui sont plutôt bien reçus à Paris, surtout Klee, à partir de son exposition chez Bernheim en 1929. Il a le soutien de Zervos, des cahiers d'art notamment. Un autre don très intéressant, c'est celui en 1935 du grand galeriste Alfred Fleischheim, qu'Inès a mentionné, je crois. Donc, il donne une œuvre de premier plan de Georges Grosz. Alors, Fleischheim, qui fut un grand défenseur de l'avant-garde, du cubisme notamment, et de Klee, et peut-être encore plus de Grosz en Allemagne, au moment où il donne ce tableau, toujours en 1935, au moment où il donne donc un autre tableau, toujours en 1935, il en donne deux en fait à Grenoble, son propre portrait par Karl Hofer. Il a subi bien des persécutions en Allemagne. Pour les nazis, il devient une pièce centrale de l'échiquier de l'art dit dégénéré. Donc fin 1933, il émigre à Londres. On peut bien sûr se demander quelles sont les motivations de ces dons et si à un moment il n'a pas pensé se fixer en France. C'est plutôt en 1936 qu'il reprend pied sur le marché de l'art
à Londres. Il devait mourir en 1937, l'année suivante. Donc en 1935, Gross est depuis belle lurette aux États-Unis. Il a précédemment vécu sporadiquement en France, où en dépit d'une réception plutôt positive, si on la ramène au contexte général de celle de l'art allemand, il n'a toutefois jamais senti qu'il trouvait sa place ici. À Paris, Gross est défendu avec force par le galeriste Joseph Billier, qui est un ardent promoteur de l'art allemand, si on l'appelle comme ça. Billier qui lui organise plusieurs expositions, dont une en 1934, où ce tableau est selon toute vraisemblance présenté. Cette année-là, Joseph Billier prend sa carte au PCF. Depuis 1931, en fait, il travaille aussi pour les musées. Il travaille à la direction des musées nationaux. J'insiste sur ce fait. Voyez encore à quel point la profession est loin d'être homogène. C'est Billier qui crée le service des musées de province. En 1941, il devient officiellement l'adjoint de Jaujard à la direction des musées de France. Il deviendra à la Libération directeur général des Beaux-Arts. Parmi les collectionneurs de Joseph Billier, on cote l'écrivain Karl Sternheim, dont la femme, Clara, dont la femme Théa, tout à fait, donne un autre tableau de Gross aux écoles étrangères. Donc je reviens à Grenoble. En 1935 toujours, Willy Baumeister donne non pas une, mais 2 toiles fondamentales au musée. Alors, pour le dire très vite, Baumeister a passé une bonne partie de l'entre-deux-guerres en France, où il vient pour la première fois en 1924. Il est lié de près au milieu de l'abstraction à Paris. On le voit ici dans l'atelier de Mondrian en 1926 avec ce fort qui sera l'artisan de cercles et carrés. Ces artistes n'ont aucune réception institutionnelle en France. Je renvoie au livre récent et passionnant de Germain Viat sur la réception de Mondrian. Vraiment que je recommande, un livre qui est paru en 21, donc c'est à l'envers de la médaille. Dans son autobiographie, Une vie à angle droit, ce fort insiste bien sur cette incompréhension générale et cet isolement finalement qui sont ceux qui entourent l'abstraction à Paris. Baumeister y expose plusieurs fois. Dans la dernière, avant-guerre, chez Jeanne Buchet en 1939, je vous montre le livre d'or qui est donc dans les archives de la galerie. On voit les signatures de Harb, de Sophie Tauber-Harb, de Kandinsky, de Freundlich, etc. Il ne vend aucune œuvre. C'était en 1939. Donc en 1933, Baumeister est démis de ses fonctions de professeur à Francfort en raison de son art, je cite, bolchevique. En 1937, il vient à Paris, juste après avoir vu à Munich Entartete Kunst, avec 4 œuvres de lui, ça c'est un fragment de collection de Cabinet des abstraits. Et dans la même salle, donc il y avait 4 œuvres de Willy Baumeister qui seront détruites. 4 tableaux détruits juste après. Alors à Paris, où il vient juste après avoir vu Entartete Kunst, Baumeister visite une exposition à partir de laquelle, semble-t-il, opère un grand changement quant à la réception de l'art étranger. Je veux parler d'origine et développement de l'art international indépendant. Cette exposition a lieu dans le cadre de l'exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne, qu'on appelle parfois à tort exposition universelle, celle de 1937, que vous connaissez tous, puisque c'est celle de l'affrontement des pavillons de l'URSS et de l'Allemagne nazie. En 1937, ça fait longtemps en France en fait qu'on rêve d'un vrai musée d'art moderne ad hoc, etc. Au moins depuis 1914. Et en 1937, ce musée aurait dû voir le jour, mais ça échoue parce que le bâtiment n'est pas prêt, n'est pas fini. Et donc ce bâtiment qui devait être consacré, c'est le Palais Tokyo, ce bâtiment qui devait être consacré à l'art contemporain abrite une exposition d'art ancien en fait, chef-d'œuvre de l'art français, qui en revient à définir une tradition nationale. Huing écrivant dans le catalogue que l'art français, pour lui, c'est la mesure, le calme, l'équilibre, la satisfaction, la normalité de la vie. Donc, dans le catalogue de chefs-d'œuvre de l'art français. Cette exposition a une suite contemporaine, Maître de l'art indépendant au Petit Palais, qui est conçue par Raymond Escolier, le conservateur du Petit Palais. Une exposition pléthorique de plus de 1500 œuvres, exclusivement des artistes français, sauf une salle consacrée de Uniqua à l'école de Paris, où l'on retrouve quelques Picabia, Severini, Ernst, tous artistes vivant donc à Paris. Bon, 1937, c'est un contexte très particulier de nationalisme exacerbé, etc. Bon, il faut savoir ça quand on lit, par exemple, cette phrase d'Escolier qui
qui écrit « L'hégémonie artistique de la France est un fait que confirme splendidement l'exposition du Petit Palais ». Ou encore, je citerai la préface du catalogue, qui est due à Albert Sarraut, alors ministre de l'Intérieur, qui est grand collectionneur, où Sarraut explique qu'en 1937, il faut affirmer la prééminence de Paris en matière artistique. Et Sarraut ajoute cette phrase, je vous la laisse à méditer, « Parmi tant d'autres qui nous échappent, celle-ci du moins nous reste ». Bon, alors là, à ce point-là, si vous voulez, c'en est trop. Il y a des protestations de toutes parts du côté des artistes. Je rappelle que cette exposition est visible au même moment qu'Intertätige Kunst à Munich et il n'y a quasiment pas d'artistes étrangers qui sont présentés. C'est ainsi que naît une exposition qui doit corriger ce fait, origine et développement de l'art international indépendant. Elle naît des circonstances immédiates, lorsqu'un front se constitue contre cette mise en scène très problématique d'un art français, dans le cadre de la grande exposition de 1937, Art et technique dans la vie moderne. Bon, la rumeur entourant les préparatifs de mettre de l'art indépendant avait scandalisé. Comment tolérer la présentation au monde entier d'un Paris dépouillé de ses avant-gardes, d'un Paris où l'administration préférait ouvertement, des Vallières contre qui je n'ai rien à opposer, mais bon, au cubisme, à Kandinsky, au surréalisme, à Dada, à Mondrian, etc. Donc c'était maître de l'art indépendant, tout le monde le sent, même André Lotte qui le note, cette exposition appelle en complément. Origine et développement de l'art international indépendant est monté dans l'urgence par Christian Servoz et l'idée en revient, semble-t-il, l'initiative à Vassili Kandinsky qui est à Neuilly depuis 1934 et qui, comme tous les autres, en bute à l'hostilité parisienne en droit de l'abstraction. Donc Kandinsky n'est pas dans maître de l'art indépendant et donc va trouver Servoz. Au départ, ça va bien, Servoz lui donne des garanties, puis Servoz tiédit, et alors Kandinsky s'adresse à Jeanne Bucher et Marie Cutoli. On ne dira jamais assez quel fut le rôle de Jeanne Bucher dans le soutien aux immigrés, hein, c'est énorme. Donc Marie Cutoli contacte Desarrois dit d'accord, courageusement, il met à disposition les salles du Jeu de Paume, donc tout ça se passe très vite, et puis on fait un comité, parce qu'à l'époque on fait toujours des grands comités pour les expositions. Problème, Kandinsky ne peut pas siéger dans ce comité car il est exclusivement composé de Français. Outre Servoz, Desarrois, Marie Cutoli, Braque, Rivière, Éluard, Matisse, Léger, Picasso, qui n'est pas français, Marcoussis, dont on attend qu'il défende c'est l'exception, dont on attend qu'il défende la liste des abstraits, Cassou, Maurice Rénal. En tout cas, Kandinsky est écarté. À 2 ans de sa naturalisation, il se retire des discussions. Alors, ceci dit, le 30 juillet 1937, donc jour du vernissage au Jeu de Paume, on peut voir 5 toiles de Kandinsky, c'est énorme. C'est vrai qu'elles n'ont pas été accrochées selon les indications qu'il avait données à Desarrois. On peut aussi voir 10 clés, 2 Pevsner, 1 Gabot, 2 Mondrian. Kandinsky, je le cite, dit que sa participation est acceptable, mais elle ne suffit pas tout à fait. Mais bon, il isole quand même la vertu de la manifestation, faire entrer l'art abstrait dans un musée de l'État. C'est bien la première fois. Mondrian n'est pas très content, il n'a que 2 tableaux. Il dit que c'est bien normal, je cite une lettre à son frère, parce que jamais il n'aurait trouvé sa place dans un bâtiment français aussi vieux. C'est ce qu'il dit de toute façon. Alors, il faut bien dire qu'en fait, cette préparation a été très précipitée, et puis à quelques temps de l'ouverture, le fil de la démonstration s'est perdu. Servoz et Desarrois, en fait, redoublent en partie le propos de maître de l'art indépendant au Petit Palais, qui consacre largement les mêmes artistes, avec cette fois Picasso en vainqueur absolu. C'est pas très étonnant quand on sait le travail que Servoz fera sur Picasso, etc. Puis il y a eu un phénomène de hasard, en fait. Voilà, les choses parfois se font de hasard, pseudo-hasard, demi-hasard. Il y a tout un tas de tableaux formidables de Picasso, de Matisse, par exemple les Marocains, et qui ont été refusés de maître de l'art indépendant. Et on ne savait pas quoi en faire. Et en fait, on les a portés au Jeu de Paume. Donc on les a bien sûr exposés au Jeu de Paume. Mais du coup, ces artistes se trouvent à la fois surreprésentés, si vous voulez. Dans Maître de l'art indépendant, Picasso avait déjà 32 œuvres, Matisse 61, Braque 29, Léger 27. C'est énorme, et je vous ai dit, c'était une immense exposition.
Le problème, c'est que le propos initial de l'exposition, selon Desarrois, je cite une lettre de 1937 qui est conservée dans les archives du musée du Louvre, le propos initial de l'exposition aurait dû être l'art abstrait et non figuratif. Et c'est là que ça aurait été vraiment une immense révolution. Alors, Kandinsky n'est évidemment pas très satisfait. Il avait fait part de sa réticence à Desarrois en lui transmettant un schéma qui est assez amusant. Il y a une flèche qui va vers Picasso et une flèche qui va vers Kandinsky. Pour lui dire, il y a deux directions, mais ces deux directions ne sont pas apparentes. Un petit schéma. Vous voyez, il y a très peu d'artistes étrangers qui ne résident pas à Paris, en fait. À gauche, ce sont les artistes français. À droite, ce sont les artistes étrangers qui sont dans l'exposition. Et en rouge, ce sont ceux qui vivent ou ont vécu à Paris. Donc, il y a une lettre ouverte qui exige la réorganisation totale de l'exposition. Une lettre de protestation qui est adressée donc aux plus hautes autorités. Cette lettre est signée par un vaste front commun, Tzara, donc c'est pas très lisible, Tzara, Harpe, Sophie Huber, Guido Bro, Gabriel Buffet-Picabia, etc. Mais aussi les surréalistes, Herbin, Kupka, les Delaunay, Survage, Magnelli, Vantangerlo, Freundlich, etc. Mais pas Kandinsky qui n'a pas voulu signer parce qu'il n'était pas d'accord avec... il disait qu'il y avait des noms de peu de poids qui affaiblissaient la protestation. Donc les artistes soulignent l'absence, je cite, d'autres artistes dont l'importance et l'apport sont indiscutables et universellement connus. Donc ça concerne notamment le suprématisme, le constructivisme, Dada, Van Doesburg, Molinage, le Bauhaus avec Joseph Albers, etc. Bien. Alors, c'est pas explicitement dirigé contre l'exposition de Munich. Il faut bien comprendre que chronologiquement, ça se passe juste après et que le texte de la lettre ouverte de protestation souligne les graves dangers de l'occultation réalisée par, je cite, un grave danger de l'occultation réalisée par origine et développement de l'art indépendant. Je dirais simplement que cette lettre de protestation est signée par Otto Freundlich et ce simple fait rend, selon moi, cette protestation assourdissante. Donc Freundlich, pionnier de l'abstraction, il a passé sa vie entre la France et l'Allemagne, où entre 29 et 33, il a notamment fait partie des artistes progressistes de Cologne et contribué à la revue Abicède, qui était une plateforme de lutte artistique et politique contre les forces réactionnaires. À Paris, il est membre de Cercle Carré, puis d'Abstraction-Création, comme Kandinsky. Avec la couverture du catalogue d'Intertete Kunst, il devient l'emblème des persécutions en cours dans l'Allemagne nazie. Freundlich vit dans la misère à Paris. Sa situation semblant désespérée, un comité d'action se forme en 1938, donc juste après, pour lui porter secours et offrir par souscription une toile significative au musée des écoles étrangères. Ce sera Hommage au peuple de couleur, donc une toile qui date de 1935, dont dans le contexte, je pense que la résonance politique ne demande évidemment pas d'explication de ma part. C'est en fait une œuvre qui est préparatoire pour une mosaïque murale. Alors à cette souscription ont concouru les couples Harpe, Delaunay, Kandinsky, etc. Et c'est un détail, mais pour nous pas exactement. Voilà, les gens qui contribuaient devaient déposer l'argent chez Hugo Simon, en fait. L'espoir, c'était évidemment qu'il y ait une exposition Freundlich au musée des écoles étrangères, comme il aurait pu y avoir une exposition Kandinsky. Mais la guerre met fin à tout et détruit tout. Pourtant, il y a bien eu ce moment sous le Front populaire où on a senti que les choses allaient changer à Paris, puisqu'André Desarrois réussissait à faire accepter en 1937 au Conseil des musées nationaux un tableau de clés, Tempête sur la plaine, plusieurs toiles abstraites de premier ordre de Kandinsky, acquises entre 1937 et 1939, pour un prix modique en échange du projet d'une grande rétrospective que la guerre emporte. Tout en ballot.
Et donc, le MNAM ouvre au Palais de Tokyo brièvement à compter du 6 août 1942. C'est pendant la guerre que le musée devient en fait national. Avant, on parlait souvent de musée d'art moderne. Bon, le terme se fixe à l'ouverture. Alors pourquoi cette ouverture? Elle a lieu par un concours de circonstances en fait. Des pianos spoliés sont stockés dans le bâtiment et le but est d'empêcher la réquisition du Palais de Tokyo pour le stockage d'autres œuvres ou objets spoliés. Et présente à cette collection, à cette occasion, une collection expurgée de tous ces étrangers. C'est la vulgate de ce soi-disant art français. Alors, que ce soit clair, on peut penser que l'art français existe, c'est pas mon propos de le nier, mais on a le droit, et même je crois le devoir, de penser que l'art français c'est pas ça. La France sans ses échanges, sans ses dialogues, sans son ouverture sur le monde, en un mot, la France sans ses étrangers. Dans ses mémoires qui paraîtront en 1948, sous le titre « Les beaux-arts en France, passé et à venir », et le fait conforté par d'autres témoignages, Louis Hautecoeur se souvient avoir déclaré ce jour d'ouverture aux dignitaires allemands que sur le terrain de la peinture, je cite, « les vainqueurs, c'était nous », et que toute insoumission de leur part serait ridicule. Ces sorties gagnent alors une certaine notoriété. C'est toute l'ambiguïté de cette période. Épilogue 2. L'exposition de Freundlich n'a jamais eu lieu au Jeu de Paume, ni ailleurs au demeurant. Et aujourd'hui, encore en 2022, on attend toujours, enfin moi je l'attends, cette grande monographie qui serait consacrée un jour à Freundlich en France. Finalement, je lance un peu mon appel, moi aussi, ce soir. En 1953, sa veuve, Janine Kosnik-Kloss, enfin sa veuve, c'est compliqué, c'était pas vraiment mariée, on va dire sa dernière compagne, donne à l'État pour attribution au MNAM un tableau bleu-blanc-rouge qui date de 1933 précisément. Ce tableau s'appelle Mon ciel est rouge. C'est à double sens, puisque Freundlich fut bien en rouge, comme on dit, et peut-être plutôt un rouge tendance rouge et noir, un rouge fut-il communiste cosmique, comme on le dit parfois. Et on sait comment, de toute façon, à cette date, en 1933, il devient définitivement bolchevique culturel dans le Troisième Reich. Il n'y a toujours pas de réaction, malheureusement, puisque moi j'ai dit, il n'y a pas d'exposition Freundlich. Mais bon, enfin, quand même, en 1956, dans un petit musée, le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, dont le conservateur s'appelle Maurice Allemand, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, a lieu la première exposition en France consacrée à l'abstraction dans un musée. C'est à l'occasion de cette exposition que c'est la première œuvre de Freundlich qui est acquise, enfin c'est un achat contre argent par une collection publique. Donc voilà, la magnifique composition de 1930. Et je finis en lisant la justification donc, de Maurice Allemand au maire de Saint-Étienne, donc 15 juin 1957 dans les archives du musée. La commission consultative du musée, réunie le 15 mai, a en entier accord avec moi choisi pour être acquise une toile d'Odo Freundlich, composition 1930, 116 par 89 cm. Cette œuvre importante était assurée pour 1 500 000 francs, mais Madame Janine Kosnik-Kloss, veuve de Freundlich, consent à nous la céder pour 400 000 francs. Freundlich, peintre et sculpteur d'origine allemande, établi à Paris dès 1909 et mort en déportation en 1943, a été l'un des plus grands artistes abstraits de la première génération, celle qui s'est manifestée entre 1910 et 1920. Son œuvre est peu connue parce que rare. Une grande partie a été détruite en Allemagne à partir de 1933, à la suite de l'exposition d'art dit dégénéré, organisée par le gouvernement nazi. L'atelier de Freundlich est pieusement conservé par sa veuve à Paris et aucun marchand ne s'occupe de cet artiste. Ce qui explique la valeur marchande de ses œuvres, faible en comparaison de celle de la plupart des grands peintres modernes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il est assez tard déjà et on ne va pas prendre trop de temps, mais peut-être voilà, juste quelques mots et pour que vous puissiez compléter aussi. Merci beaucoup. Évidemment,
ce n'est pas toujours préparé. Les interventions se répondent et vous avez toutes les deux terminé autour de la figure de Otto Freundlich. Et je crois aussi, on peut-être une sorte de pirouette. On a commencé avec Hugo Simon et finalement il y avait une œuvre dans les collections nationales, entrée un peu plus tardivement dans les collections nationales en 66, justement trouvée au Palais de Tokyo, dans les caves du Palais de Tokyo, notre fameux Nu dans un paysage que l'on a vu au début, qui est rentré un peu malgré lui dans les collections, alors même qu'il ne devait pas, on l'a compris, rentrer dans les collections, puisqu'on l'a trouvé dans les caves du Palais de Tokyo. Et pour comprendre bien plus tard, grâce à un certain nombre de personnes qui sont là, à Didier Schulman et d'autres personnes, que cette œuvre venait de chez Hugo Simon et qu'elle n'était pas entrée tout à fait volontairement dans les collections nationales. Elle en est sortie en 2 temps. Elle a été restituée le 1er juillet dernier. Donc voilà, même une œuvre qui arrive plus tard, finalement, elle aussi, elle doit s'en aller. Donc je ne sais pas si c'est une occasion manquée. Une autre, comme vous le disiez, Cécile tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on était entre la France, salle d'attente avant un autre exil, et les occasions manquées. C'est un tableau un peu sombre. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. Peut-être parce que c'est aussi une question qu'on a vue dans d'autres séances et qui intéresse un certain nombre de personnes ici. Je voudrais poser une question à vous deux, puisqu'on parle des transactions ou des transactions qui n'ont pas eu lieu, des achats qui n'ont pas eu lieu peut-être par certains musées. En revanche, il y a peut-être eu des transactions, des œuvres d'art qui ont circulé entre les artistes, entre les collectionneurs et émigrés qui ont fui. Et c'est une question qu'on retrouve souvent aujourd'hui sur le marché de l'art, des œuvres qui ont été vendues dans des conditions compliquées. On est avant la guerre. Est-ce qu'il s'agit de ventes forcées, de ventes contraintes, de spoliation? Et Inès en parle régulièrement. Voilà. Est-ce qu'on peut dire quelque chose des ventes, des transactions, des aides aussi, des services que se rendent certaines personnes exilées, avec des gens qui sont déjà à l'abri, d'autres qui ont des besoins, beaucoup sont dans la détresse, on l'a dit. Comment cela se passe? Est-ce que vous pouvez peut-être l'une et l'autre évoquer ces points, Inès, puisque voilà, Westheim est au cœur de cela, mais d'autres aussi, et c'est une question qu'on retrouve régulièrement, encore aujourd'hui. Oui, je pense que le fait qu'on a peu parlé de ce sujet lors de nos 2 interventions montre aussi la difficulté de travailler là-dessus, parce que d'abord, il y a très peu de sources, je pense. Évidemment, tous ces gens qu'on a parlé ce soir essayent de survivre, déjà tout simplement survivre, et aussi survivre dans le sens sauver ce qu'ils avaient. Si c'était collectionneur, on l'a vu avec Hugo Simon qui ramène une grande partie, en tout cas, de sa collection dans son pays d'exil, qui est dans un premier temps la France. D'autres aussi. Alors pour Westheim, c'était très difficile. Moi, je pensais que toute sa collection était restée à Berlin, mais j'ai trouvé quelques petites sources et lettres dans lesquelles on peut comprendre que visiblement il avait aussi un tableau de Grosse chez lui à Paris. Donc c'est très compliqué de reconstituer en fait ce qui s'est passé. Après, évidemment, il faut rappeler quand même le contexte historique et politique, que les tableaux déclarés dégénérés restés en Allemagne ne pouvaient pas circuler ouvertement. Donc on trouve souvent dans les correspondances des mentions, des transactions, mais souvent c'était un langage camouflé. Alors justement, tu parlais de Charlotte Weidt, là, qui était en fait la campagne secrète de Westheim, qui était restée à Berlin, et qui en partie a commencé à vendre sa collection parce qu'il avait besoin d'argent. Alors donc on est vraiment dans un contexte très compliqué de, évidemment, vente forcée du point de vue juridique, et en même temps souvent un soutien très 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 important par les amis, par les proches, qui justement parfois en vendant, d'ailleurs je rappelle quand même une séance qu'on a eue ici en mars, juste avant le confinement, en mars 2020, avec Walter Feichenfeld et Christina Feichenfeld, donc qui eux-mêmes, enfin leur famille, c'était Walter Feichenfeld senior, à l'époque un des directeurs de la galerie Carcirer, a fui l'Allemagne nazie en tant que juif allemand et a continué notamment dans les années 30 à vendre beaucoup, et aussi pour aider notamment ses amis juifs
à la fois sauver leur œuvre et aussi leur permettant, à travers ces ventes, de survivre peut-être en exil ou permettre de payer, de financer le départ en exil. Donc c'est très compliqué. Je ne sais pas si je m'éloigne, mais moi j'ai toujours du mal, du point de vue d'aujourd'hui, quand on regarde ces années-là. Donc là je parle bien des années avant la guerre, donc pas des spoliations claires et nettes comme on connaît pendant la guerre. C'est un terrain très difficile à comprendre et très difficile à sourcer aussi. La documentation manque. Donc voilà, je ne sais pas comment en fait du point de vue de demande de restitution on doit gérer ça, parce que si aujourd'hui on déclare uniquement ces transactions comme des ventes ou des transactions forcées, quelque part on punit ces personnes-là qui ont parfois risqué beaucoup pour sauver à la fois l'œuvre de ces exilés et aussi pour les aider, tout simplement. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Peut-être Cécile. Oui, non, moi, j'aurais pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, en effet, les artistes qui m'intéressent, qui sont donc réfugiés en France après 1933, réussissent en effet à faire sortir des œuvres d'Allemagne avec beaucoup de difficultés, que le devenir de ces œuvres est extrêmement difficile à retracer. Et j'abonde complètement dans le sens d'Inès à propos de ce qu'on peut considérer comme des ventes forcées, qui à l'époque n'étaient certainement pas vécues comme telles par les deux parties. C'est toute la difficulté. Bien, merci. Oui, comme le temps a vite filé, peut-être nous vous passons directement la parole si certaines d'entre vous souhaitent intervenir, poser des questions à Inès Rottemund-Renard et Cécile Bargue ou compléter. Monsieur Didier Schulman. Ce n'est pas des questions, je voudrais compléter peut-être par des petites remarques sur les Allemands à Paris. Faire sentir quand même qu'ils incarnent quelque chose. Parce que vous avez beaucoup parlé de la germanophobie, etc. Ils incarnent dans cette France d'entre-deux-guerres un risque de nouvelle guerre. Ils sont en France parce qu'ils sont exilés, parce qu'ils sont anti-nazis, parce qu'ils veulent en découdre avec Hitler, et que donc ils incarnent quelque chose qui est extrêmement puissant dans la sensibilité française de cette époque, c'est-à-dire on veut plus de guerre, etc. Enfin, ce qui a amené à Munich, etc. Et donc ils sont rejetés aussi beaucoup parce qu'ils incarnent une sensation de reprise des hostilités avec l'Allemagne, ce l'opinion publique française, ce dont l'opinion publique française ne veut pas entendre parler. Et ce qu'il faut faire sentir absolument. L'autre chose qui est très importante à faire sentir aussi, c'est que c'est une communauté d'exilés extrêmement divisée, divisée politiquement, entre les libéraux, les chrétiens démocrates, les socialistes et les communistes. C'est une communauté qui est extrêmement divisée entre dans laquelle il passe ce qu'on peut appeler des lignes de classe, entre les bourgeois et les prolétaires. Il y a des banquiers et il y a des tailleurs juifs. C'est une communauté qui est très divisée entre les juifs et les non-juifs. Donc c'est une communauté qui est aussi extrêmement faible. Et si je dis ça, c'est qu'elle est aussi confrontée à une présence allemande, à une présence germanophile qui est, elle, extrêmement puissante. En même temps que cette communauté allemande anti-nazie est à Paris, Otto Abetz aussi est à Paris. Otto Abetz, qui est le chantre de la collaboration, de la réconciliation franco-allemande, etc., et qui a finalement un crédit et un écho beaucoup plus puissant auprès des élites politiques et parlementaires françaises que cette communauté allemande. Voilà, c'est ces effets de climat qui, je trouve, n'étaient pas assez présents dans vos interventions, que je voulais signaler un tout petit peu au passage.
Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole? Oui, monsieur là-bas, en haut. Merci infiniment pour vos interventions. Une petite question peut-être en rapport avec ce dont vous venez de parler, à savoir donc la question de la restitution de ces œuvres d'art qui n'ont pas été spoliées en tant que telles, mais qui ont peut-être fait l'objet donc en effet de ventes forcées. Est-ce que d'un point de vue strictement juridique, elles tombent sous le coup de l'ordonnance de 45 qui imposerait donc aux ayants droit des personnes qui ont dû se débarrasser de ces œuvres, d'une certaine manière, le droit donc de les récupérer? D'un point de vue donc strictement juridique, est-ce qu'elle tombe sous le coup de l'ordonnance de 45 ou non? Enfin, pour tenter de répondre, d'abord, là, on a parlé beaucoup on n'a pas beaucoup parlé de ces ventes, mais celles qu'on évoque, elles ont eu lieu avant-guerre, après la fuite. Ou pendant la fuite, ou pour faciliter la fuite d'Allemagne, d'Autriche, enfin de tous les pays qui tombent sous le coup du nazisme. Et l'ordonnance de 45, donc je pense beaucoup, je vois pas tout le monde, mais beaucoup la connaissent ici. C'est un texte qui permet aux juges français d'annuler les actes de spoliation intervenus pendant l'occupation, donc à partir de juin 40. Et donc son champ est délimité. Et donc déjà pour cette simple raison, toutes les transactions d'avant-guerre en France, et puis beaucoup de ces transactions n'ont pas lieu en France, je pense n'entreraient pas dans cette catégorie-là. Et pour justement l'ordonnance, elle vise, elle permet d'annuler un acte précis qui impose, un acte précis de spoliation, de vente forcée que recherche un juge. Donc, je ne sais pas si certains le savent peut-être sans doute mieux que moi. Il y aurait des exemples et dans des contentieux plus récents en France ou à l'étranger sur ce genre de transactions. Je ne suis pas sûr que ce soit, en tout cas, cette ordonnance-là l'outil le meilleur, mais Agnès connaît des problèmes connus d'assez près, non pas eu de problème juridique, mais a été appelé à témoigner dans un procès aux États-Unis entre des différentes familles, différents ayants droit. La question se pose de l'interprétation de ces transactions, mais il faudrait qu'il y ait un contentieux un jour au titre de l'ordonnance 45. Voilà, début de non-réponse. Je ne sais pas si tu veux compléter, ou si quelqu'un d'autre veut compléter. Non, mais juste peut-être rapidement, c'est vrai qu'il y a des procès, il y a des contentieux en cours depuis plusieurs années maintenant, plutôt, je dirais, aux États-Unis, effectivement, en Allemagne. Et moi, je trouve ça extrêmement compliqué, parce que Cécile, justement, a mentionné à plusieurs reprises le marchand Flechtheim. Et justement, là, il y a eu un contentieux avec le MoMA qui a un tableau vendu par d'autres personnes. Je ne rentre pas dans le détail de l'histoire, mais ce qui est très compliqué avec... oui, c'était le tableau de Gross, mais ce qui est compliqué de reconstituer, notamment quand on parle de la collection Flechtheim, qu'est-ce que c'était la collection Flechtheim? Parce que Flechtheim était un marchand, donc il y avait des dépôts d'œuvres d'artistes chez lui, et ensuite, comme Cécile a expliqué, lui-même, il part en exil, enfin, d'être en Troyes, il bouge, il n'arrête pas de bouger, à un moment donné, il est à Paris, et finalement, il essaie de se poser à Londres, et il meurt d'une maladie, hein, c'est en 37, donc, et à la suite de ça, il y a sa veuve qui restait à Berlin, qui continue à gérer en partie le fond de sa collection, qui vend, qui donne, qui offre aussi à des amis pour les remercier justement parce qu'ils se sont battus pour aider Flechtheim, et tout ça devient un cercle vicieux où c'est extrêmement difficile en fait du point de vue d'aujourd'hui de savoir quelle œuvre appartenait à quel moment à qui. Et donc on est aujourd'hui face à des procès où vous avez des avocats qui soi-disant défendent les héritiers de Georges Gross, donc le peintre en question, et qui attaquent du coup. Enfin, c'est le musée, c'est très 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 difficile. Moi, là, on est vraiment dans ces années-là, comme je l'ai déjà dit, on a peu de sources, et en plus, il faut pas oublier la situation politique. C'est-à-dire, même s'il y a les sources, il faut
absolument les questionner. C'est souvent, combien de fois on voit dans les correspondances justement les mentions, oui, j'ai envoyé telle facture, une fausse facture, soit un faux nom, parce que justement pour camoufler. Donc voilà, je sais pas, c'est pas une réponse, mais c'est juste pour signaler que on est quand même dans les années 30 avec toute cette Fluchtkunst, donc bon, c'est un terme qu'on peut évidemment mettre en question, qu'est-ce que ça veut dire, mais il y a des positions aussi qui disent, notamment les Veilchenfeld, heureusement on a pu encore vendre et acheter, parce que non seulement ça nous a permis de financer notre exil, et ça a permis à sauver énormément d'œuvres et à aider énormément d'amis juifs. Mais ça, c'est d'une position. Tout le monde n'a pas cette position. Et, pardon, juste pour compléter, il y a aussi des cas parfois plus clairs, ou en tout cas, parfois non plus pas si clairs que ça, mais en tout cas de restitution récente, et je pense à des œuvres de statut MNR, Musée national récupération. C'est un exemple qu'on prend régulièrement de la famille... pardon, j'ai un trou en 2018, en 2016 et 2018. En tout cas, une famille qui quitte l'Allemagne et qui vend à Paris des œuvres qu'elle a pu sauver sur la route de l'exil vers les États-Unis. Donc là, c'est pas le même milieu. C'est des juifs allemands qui partent et qui vendent en 38, donc ils ne sont pas menacés en 38 à Paris directement. Ils ont pu passer la frontière, ils ont pu sortir et ils vendent les œuvres qui vont se retrouver après différentes étapes qu'on connaît pas complètement bien, je crois, en Allemagne, ramenées en France en tant que musée national de récupération, et ces œuvres sont restituées aux héritiers de cette famille, considérant que cette vente était liée à leur exil et à leur exil forcé. Mais c'est un cas un peu différent, où on n'est pas dans une transaction voilà, entre professionnels, amis, connaisseurs, mais voilà, c'est un autre type d'exemple, et ce n'est pas au titre de l'ordonnance de 45, c'est au titre du fait qu'on a considéré, que l'État aujourd'hui a considéré que c'était assimilable à une spoliation, à une vente forcée. Je ne trouve toujours pas le nom, mais certains savent. Bromberg. Les Bromberg, excusez-moi. Peut-être juste, si je peux me permettre, un sujet qui moi, m'intéresse beaucoup, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps du tout d'approfondir pour l'instant la recherche. C'est quand même, aussi, si tu l'as mentionné aussi, c'est les dons. Les dons dans les années 30 aux musées nationaux de certains émigrés. Et je pense que là, ça serait... Alors, je fais un peu un appel à la jeune génération aussi de chercheurs, si, je sais pas, ça pourrait être un sujet de master ou peut-être pas une thèse, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir qu'il y a des dons. Tu as mentionné T.H. Sternheim, tu as mentionné Flechtheim, et moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas des dons aussi pour, justement, peut-être obtenir la naturalisation ? On a vu aussi avec le marchand de Tannhäuser qui fait des dons au musée français. Donc, des tentatives finalement à la fois de reconnaissance, bien sûr, de ces œuvres, mais aussi de reconnaissance pour les personnes qui font ces dons. Et ça, c'est encore un terrain qu'on n'a pas encore suffisamment exploité. Et là, je pense, là, on trouve les sources, oui. Il faudrait regarder de plus près. Alors, je connais mal le dossier, mais il y a aussi un cas assez récent de dons d'œuvres au musée du Louvre, alors non pas d'artistes contemporains de l'époque, mais par une famille allemande ou autrichienne, corrigez-moi si certains le savent, de juifs allemands ou autrichiens qui font un don en échange ou de naturalisation, et finalement ça ne se fait pas, et il y a quelques années, assez récemment, il y a finalement non pas une restitution, parce que les œuvres sont entrées dans les collections nationales, on n'avait pas fait de loi à ce moment-là, mais un accord, une transaction entre l'État et les ayants droit pour en quelque sorte, non pas restituer, mais indemniser la famille, parce que aussi il n'y avait pas eu cette naturalisation en retour. Mais peut-être, je résume assez mal, je me tourne vers Alain Prévet qui peut-être connaît mieux l'histoire, si je l'ai bien résumé. Mais voilà, en tout cas, je crois, c'est lié à cette affaire de naturalisation discutée. Si c'est ça, corrigez-moi.
pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, il est 9h20, pardon, 8h20 quand même, pas si tard. Merci beaucoup. La prochaine séance aura lieu le 16 mars à 19h, horaire un peu exceptionnel, une demi-heure plus tard, avec Arnaud Manas de la Banque de France pour rentrer dans des détails un peu techniques, mais dont on parle très souvent, peut-être sans bien se connaître, sur les questions budgétaires financières, les flux financiers entre l'Allemagne, la France et le rôle de la Banque de France dans ce dispositif un petit peu complexe, et puisque c'est au cœur aussi de l'idée souvent avancée à la Libération que les achats faits par les Allemands ont été financés. Donc, par la France, par ce dispositif qui nous sera présenté par Arnaud Manas, qui est responsable des archives de l'histoire de la Banque de France et qui connaît vraiment bien cette question, qui a travaillé, qui a consacré sa thèse. Donc le 16 mars, c'est un mercredi, à 19h, exceptionnellement. Merci. Merci, bonne soirée.